Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une machine assez fascinante et disons-le complexe, l'économie de l'Union européenne. C'est une expérience vraiment ambitieuse qui évolue tout le temps et qui est loin, très loin d'être terminée. La question de base, elle est vraiment là. Comment est-ce qu'on peut bien gérer une économie aussi gigantesque, partagée par 27 pays souverains, sans avoir un seul gouvernement central? C'est un sacré puzzle, et c'est celui qu'on va essayer d'assembler. Bon, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que l'UE s'est lancée dans un projet économique aussi audacieux? En fait, tout part d'une idée assez simple, celle de l'intégration, étape par étape. Un économiste, Bella Balassa, a théorisé ces différentes étapes. Et l'Union européenne, eh bien, elle les a toutes gravies, une par une. De la simple suppression des droits de douane au tout début, jusqu'à l'arrivée d'une monnaie unique, l'euro. C'est tout simplement l'exemple le plus poussé d'intégration économique régionale qu'on ait jamais vu dans le monde. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, pour les citoyens, pour les entreprises, les avantages sont bien réels. On a plus de choix dans les magasins, les prix sont tirés vers le bas grâce à la concurrence, et bien sûr, avec l'euro, fini les calculs et les frais de change quand on voyage ou qu'on fait du commerce dans la zone. C'est la même monnaie pour acheter une glace à Rome ou un livre à Berlin. Une simplification énorme en fait. Mais voilà, pour faire fonctionner un navire aussi grand, il faut une salle des machines bien organisée. Voyons un peu comment ça se structure. En gros, tout repose sur 3 grands piliers. Le premier pilier, il est entièrement centralisé. C'est la Banque centrale européenne, la fameuse BCE à Francfort, qui tient la barre de la monnaie. Sa mission principale, son obsession presque, c'est de maintenir l'inflation aux alentours de 2%. Et ça veut dire une seule politique pour toute la zone euro. Le deuxième pilier, là, c'est l'affaire des États. Chaque pays reste maître de son budget, de ses impôts, de ses dépenses publiques. Mais attention, ils ne font pas non plus ce qu'ils veulent. Il y a un cadre, des règles communes à respecter pour que l'ensemble reste stable. Et enfin, le troisième pilier. Il faut un arbitre. Un arbitre pour s'assurer que sur ce marché immense, tout le monde joue avec les mêmes règles. Et ce rôle d'arbitre, c'est la Commission européenne qui s'en charge. Et croyez-moi, elle a un pouvoir considérable. Justement, regardons un peu ce pouvoir en action. La Commission peut infliger des amendes absolument colossales à des entreprises qui s'entendent sur les prix. Elle peut aussi bloquer la fusion entre 2 géants industriels, comme ça a été le cas pour Alstom et Siemens. Elle surveille même les aides que les États peuvent donner à leurs propres entreprises. Pour vraiment se rendre compte de cette force de frappe, regardez ce chiffre. 4,3 milliards d'euros. C'est l'amende record infligée à Google. Ça montre bien que même les plus grands géants mondiaux de la tech doivent respecter les règles du jeu, ici, en Europe. Bon, sur le papier, tout ça a l'air plutôt bien huilé, n'est-ce pas? Sauf que ce beau mécanisme est mis à rude épreuve quand les économies des différents pays commencent à prendre des chemins différents. C'est là que le vrai test de résistance commence. L'analogie du thermostat, elle est parfaite pour comprendre le problème. Imaginez, la BCE fixe un seul taux d'intérêt pour tout le monde. C'est le thermostat. Mais si, par exemple, l'économie allemande est en surchauffe et a besoin d'être refroidie, pendant que l'économie italienne est en pleine récession et aurait besoin d'être réchauffée, eh bien, le réglage unique ne peut convenir à personne. C'est ça, un choc asymétrique. Et ça nous amène à ce dilemme. Avant l'euro, un pays en difficulté avait une arme très puissante. Il pouvait dévaluer sa monnaie pour rendre ses produits moins chers à l'étranger et relancer ses exportations. Dans la zone euro, cette option a disparu. Il ne reste que des ajustements beaucoup plus douloureux, comme baisser les salaires et les coûts en interne. Le point crucial, c'est que selon la théorie économique, la zone euro n'est pas ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lui manque des amortisseurs naturels. Les travailleurs ne déménagent pas si facilement d'un pays à l'autre pour trouver un emploi, les salaires ne s'ajustaient pas très vite, et il n'y a pas de grand budget central pour aider automatiquement une région en crise. Mais l'histoire n'est pas figée. Face à ces défis, l'économie européenne a dû apprendre à s'adapter, souvent dans l'urgence. Et paradoxalement, ce sont les crises qui ont été les plus grands moteurs de changement et d'intégration. Regardons juste cette chronologie. La crise financière de 2008 a forcé la BCE à inventer des outils totalement nouveaux. La pandémie de Covid, elle, a déclenché une étape historique avec une dette commune. Et plus récemment, le pic d'inflation a testé la réactivité de la BCE comme jamais. À chaque fois, une nouvelle brique a été ajoutée à la construction. Le chiffre à retenir de la réponse au Covid, c'est celui-là. 800 milliards d'euros. C'est la taille du plan de relance Next Generation EU. Pour la toute première fois, l'Union a emprunté massivement en son nom propre pour financer des dépenses. C'est un pas de géant. Certains y voient même l'embryon d'un futur budget fédéral. Et l'évolution ne s'arrête pas là. Les fameuses règles des 3% de déficit et 60% de dette, que beaucoup trouvaient trop rigides, viennent tout juste d'être réformées. La nouvelle approche se veut plus souple,
plus adapté à chaque pays, avec l'idée de mieux concilier la discipline budgétaire et les investissements d'avenir. On arrive au bout de cette analyse, mais l'histoire, elle, est loin d'être terminée. L'expérience économique européenne est vraiment à la croisée des chemins, avec des questions immenses qui restent ouvertes. La première grande question, est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce qu'il faut un vrai budget européen bien plus grand pour mieux encaisser les chocs et financer de grands projets communs, un peu sur le modèle américain? Le débat fait rage. Ensuite, il y a la question des champions européens. Depuis le blocage de la fusion Alstom-Siemens, beaucoup se demandent si nos règles de concurrence qui sont pensées pour le marché intérieur ne nous empêchent pas de créer des géants capables de rivaliser avec les mastodontes américains ou chinois à l'échelle mondiale. Et puis, il y a le dilemme actuel, qui est énorme. Comment fait-on pour garder des finances publiques saines, tout en finançant les investissements colossaux dont on a besoin pour la transition écologique et pour renforcer notre défense? C'est une équation incroyablement complexe à résoudre pour les dirigeants. Alors pour finir, cette architecture économique, qui est unique au monde, est-ce que c'est un compromis fragile, toujours sur le point de se briser? Ou est-ce que ça représente, avec tous ses défauts, l'avenir de la coopération entre les nations? La question reste ouverte. Et l'avenir de cette expérience, il s'écrit maintenant sous nos yeux. Merci d'avoir suivi cette analyse.